Yo la team, c'est Edia. Bienvenue dans l'Agicor, le podcast où la parole est libre. Ici, nous explorons un éventail de sujets sans filtre ni tabou, mais avec un point commun, les Antilles. Un nouvel invité me rejoint à chaque épisode. Je suis Ludovic et j'anime ce podcast. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par nos discussions. Let's go! Cet épisode a été enregistré en 2024. Certains éléments pourraient avoir changé depuis. Le 24 avril 2022 marque un véritable tournant dans l'histoire politique des Antilles. Ce jour-là, Emmanuel Macron est réélu président de la République, mais un événement surprenant se produit aux Antilles. En Martinique, Marine Le Pen arrive en tête au second tour avec plus de 60% des suffrages exprimés. En Guadeloupe, elle fait encore mieux, remportant près de 70% des voix. Ce résultat est d'autant plus surprenant quand on se souvient qu'en 1987, les Martiniquais avaient empêché Jean-Marie Le Pen, alors leader du Front National, d'atterrir sur l'île. Un contraste saisissant par rapport à 2012, où Marine Le Pen avait été battue tant au niveau national qu'aux Antilles, avec 22% des voix en Martinique et 25% en Guadeloupe. Et si l'on remonte encore en 2012, le Front National ne dépassait pas les 6% dans ces territoires. Alors comment expliquer une telle progression en si peu de temps ? La montée du RN aux Antilles est ce phénomène surprenant. Pour tenter d'y répondre, j'ai l'honneur d'accueillir, ou plutôt il a l'honneur de me recevoir. Il s'agit d'un député puisque j'ai l'honneur d'enregistrer cet épisode à l'Assemblée nationale. Si je vous dis qu'il s'agit du député le plus jeune des 4 représentants de la Martinique à l'Assemblée nationale, vous devinerez peut-être de qui il s'agit. Si je vous le dis qu'il a été élu député dans la première circonscription de la Martinique, pour la première fois en 2022, et qu'il a ensuite été réélu en juin 2024, après la dissolution de l'Assemblée nationale, avec plus de 80% des suffrages exprimés. Et enfin, si je vous dis que son siège à l'Assemblée nationale est le numéro 448, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Très bien. Je suis sûr que vous avez bien évidemment deviné. Il s'agit de monsieur le député Giovanni William. Bienvenue, monsieur le député. Bonjour et merci de me faire l'honneur d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Votre parcours, il a commencé en 2014, lorsque vous avez été élu, si je ne me trompe pas, conseiller municipal de la ville du Robert. C'est bien ça, oui. Très bien. Puis député suppléant en 2017. Exact. Donc en 2022, vous devenez pour la première fois député. Et vous êtes avocat de profession. C'est bien ça. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à faire le saut en politique ? Waouh. Alors le saut en politique, il vient du fait parce que quand on est dans la cité et qu'on travaille, eh bien évidemment on est sollicité. Et quand on est avocat, on travaille pour la société aussi parce qu'on défend des personnes, on défend des gens qui n'ont pas forcément de quoi subvenir à leurs besoins, qui ont des difficultés. On est au cœur finalement de ce système, de cette société qui dérange aussi parfois. Et ce qui fait qu'on est déjà au cœur de la politique quand on fait ce métier d'avocat. Ensuite, j'ai été sollicité, tout simplement, pour être sur une liste électorale pour les municipales. J'ai accepté parce que je me suis dit, Giovanni, tu travailles, c'est bien, tu t'amuses, tu as des amis, mais il faut que tu puisses donner aussi à cette société autre chose. Et j'ai accepté et depuis, je n'ai toujours pas quitté la politique. Très bien. C'est une bonne chose. Du coup, on voit que le RN est monté, continue peut-être de monter aux Antilles, notamment en Martinique. Le RN s'est opposé à plusieurs mesures importantes, telles que l'augmentation du SMIC, par exemple, la revalorisation des bourses étudiantes, le blocage des prix des produits de première nécessité, ainsi qu'à des initiatives de réduction de l'usage des pesticides. Donc, ils ont voté plusieurs choses, contre plusieurs choses, essentielles, je dirais, peut-être à nos populations, notamment. J'ai interrogé des Martiniquais pour comprendre comment ils expliquent la montée de ce parti au sein de nos territoires et s'ils considèrent ce phénomène comme surprenant. Donc, je vais vous faire écouter quelques témoignages et je vais vous laisser juste après me dire ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord avec leur analyse. C'est un ras-le-bol. Les gens, au fur et à mesure, ils ont tout testé.
On a testé la gauche, on a testé la droite. Et pourtant, rien ne change pour nos réalités, pour la Martinique. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, ils se disent, pourquoi pas l'extrême droite? Je pense que c'est pas un phénomène inattendu. Je pense que si on réfléchit vraiment à la structure de l'île et à comment les gens pensent en Martinique, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre, notamment par rapport à la population haïtienne, où on a notamment nos grands-parents ou bien même les générations actuelles qui pensent que c'est pas une population à accueillir en Martinique. Je pense que cet avis-là peut mener les gens à adhérer aux décisions prises par le RN. Je suis triste de cette montée du RN en Martinique. Je suis triste. Tout le monde est déçu de la classe politique en Martinique. Donc en fait, tout le monde veut essayer pour voir s'il y a une différence. Mais je reste très déçu qu'il y ait cette montée du Front National chez nous en Martinique et en Guadeloupe d'ailleurs. Nous, entre Noirs, Antillais, etc., on a déjà ce problème de colorisme. Ça me surprend quand même, c'est 50-50, j'ai envie de dire. Mais par exemple, on rejette souvent, par exemple, nos frères haïtiens, on rejette souvent des frères qui sont dans la Caraïbe, Sainte-Lucie aussi. Donc c'est un problème ancré aussi chez nous. Autant d'influence, j'aurais jamais pensé qu'en Martinique, notamment, on aurait atteint certains stades, mais force est de constater que c'est le reflet aussi un peu de notre société. Vis-à-vis de nous-mêmes, déjà, on n'aime pas trop les gens foncés, même en Martinique. On valorise souvent les plus clairs, les chabins, les curly, ce qu'on appelle les couleurs wayayaï. Donc, je pense que c'est un peu représentatif de ce qu'on a à niveau local. Alors je ne pense pas que la montée du RN soit inattendue aux Antilles, de par notre isolement par rapport à la France métropolitaine. On se sent beaucoup délaissé par le gouvernement et le fait qu'un parti revienne avec des idées un peu à l'ancienne, d'empêcher les étrangers de venir, etc., de par notre problématique, notamment avec les immigrés haïtiens, etc., et le fait que le peuple soit isolé, je ne pense pas que ça soit inattendu. Je ne sais pas si c'est un phénomène inattendu, je dirais que c'est un phénomène malheureux déjà, sans jugement évidemment pour tout un chacun. Mais je pense aussi, est-ce qu'il est inattendu? Je ne sais pas, on a toujours été, nous Antillais, béancés dans une illusion que l'autre nous veut du mal. Culturellement, tu ne passes pas ton stylo, ne dis pas tes affaires aux autres, machin. On est dans un phénomène de toute façon très extrême dans nos éducations. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus malheureux parce que paradoxalement, à ces côtés très extrêmes qu'on peut avoir dans notre éducation, on est aussi très dans le parentage. Mais en fait, la question c'est avec qui on nous a habitués à partager. Si on t'a habitué à partager avec tout un chacun, avec l'autre qui te ressemble et l'autre qui ne te ressemble pas, oui, là, tu peux être surpris que le RN monte. Par contre, si ce qu'on t'a toujours dit, c'est que l'autre est mauvais, l'autre te veut du mal, l'autre, l'étranger, celui qui n'est pas toi, de fait, tu ne partages pas avec lui. Donc, voilà, vous avez pu entendre les différents témoignages de la population martiniquaise. Il y a évidemment pas mal de jeunes, mais j'ai essayé de prendre un peu plus toutes les tranches d'âge. Donc avant de vous laisser réagir, je me dois de vous citer un peu le slogan de ce podcast. Vous savez, c'est l'Adjecor. Donc le but, c'est de dire ce que vous pensez. Parlez bien, parlez vite, mais là, au cas parler, pas oublier l'Adjecor. Donc, monsieur le député, dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Alors, pas inquiétez comment, toujours qu'à l'Adjecor, moi, il n'y a pas parler. Ça, voilà. Franchement, il faut quand même voir un peu la jeunesse des choses. Et c'est très bien ce micro-trottoir. Quand il y a eu les élections présidentielles, au départ, on n'a pas voté Rassemblement National, on a voté à gauche. Tout à fait. Et en réalité, quand on a vu que c'était finalement pas la gauche qui était au deuxième tour, mais que c'était le Rassemblement National et en face Emmanuel Macron, on a dit on veut pas de Macron. Et du coup, on s'est tourné vers le Rassemblement National. Parce que comme il a été dit, il y a eu un ras-le-bol des politiques passées. Donc c'est déjà un ras-le-bol, la raison à mon sens. C'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol de quoi? D'une situation économique très difficile, qui est si difficile que, on va chercher partout où on peut. Et on va voir même les extrêmes. Et on est allé chercher Rassemblement National. Parce que, économiquement, elle arrête, elle est difficile. Et du coup, les gens sont allés vers ça. Je ne pense pas que c'est par rapport aux thèses défendues par le Rassemblement National, en tout cas en 2022. D'accord. Et puis en 2024,
Par contre, là, bien, le phénomène s'est accentué parce que des thèses du Rassemblement national, finalement, on commence à prendre le pas. Cette idéologie commence à rentrer dans les mœurs et certaines personnes disent oui, on ne veut pas du haïtien, on ne veut pas du Saint-Lucien. Cette thèse-là était marginale et finalement, au fur et à mesure, ça commence à rentrer dans les têtes parce qu'on se dit, moi j'ai mal, c'est à cause de quoi? Et du coup, on a besoin de mettre un coupable face à ça et on va dire c'est le haïtien, c'est le Saint-Lucien, alors que pas du tout en réalité. Donc à mon sens, les raisons, eh bien, parfois elles s'expliquent, comme ce que je dis, et parfois elles ne s'expliquent même pas. D'accord, donc vous pensez que ce soutien est davantage une sorte de protestation contre le gouvernement en place plutôt qu'une adhésion réelle au Rassemblement national? C'est d'abord, d'abord une protestation, puis il y a quand même aujourd'hui des courants d'adhésion aux thèses du Rassemblement national. Et il faut se battre par rapport à ça parce que le Rassemblement national est très fort pour la démagogie et le populisme. Ce qui veut dire qu'ils vont vous donner une solution très simple à un sujet très complexe, très compliqué, et finalement une réponse qui n'en est pas une en réalité. Et il faut, comme on dit chez nous, il faut démystifier ça. Ah, totalement. Voilà. Mais du coup, alors, la question que je me pose, c'est qui sont les responsables au final de tout cela? Est-ce que, du coup, les responsables politiques sont au niveau national? Est-ce que ce sont les responsables politiques plutôt au niveau local? Ou est-ce que c'est un phénomène, ou alors il n'y a pas de responsable vraiment? C'est un phénomène peut-être national, on l'a vu en France hexagonale, c'est la même chose au final. Est-ce que c'est juste un phénomène, voilà, c'est tout le monde est déçu un peu partout et il n'y a pas forcément de responsable. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est responsable. Tout le monde? Et quand je dis tout le monde, il n'y a pas que les politiques qui sont responsables. Okay. Il y a aussi des phénomènes de société. Quand moi je regarde les réseaux sociaux, par exemple, on a un phénomène TikTok très important. On a à boire et à manger dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à retirer la bonne information de la mauvaise information. Et très souvent, la mauvaise information, elle rentre plus vite. Que la bonne. Elle rentre plus vite dans la tête et ça hante les esprits. Et ce type d'idéologie-là rentre plus simplement dans les esprits parce que c'est plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple de penser à des choses totalement néfastes, négatives et fausses que d'avoir une réflexion vraiment sur un sujet. Il y a ça, et puis il y a la responsabilité des politiques aussi. Il faut qu'on se le dise. Nous sommes aussi responsables parce qu'on échoue. Hein, on a échoué depuis 30 ans, on a échoué sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé, c'est-à-dire la noblesse de la politique. On trouvera que certains ont été condamnés, quand certains disent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça et qu'ils ne font rien. Certains disent qu'ils vont travailler, mais ils ne travaillent pas, et qu'ils vont se gaver sur le dos des uns et des autres. Enfin, c'est un peu de tout. Et les bons politiques, il y en a beaucoup, conseillers municipaux qui ne gagnent rien, mais qui font beaucoup de travail, ils sont là. Ils font beaucoup de choses pour la société, mais les bons qu'à payer pour les mauvais, c'est ça aussi. La difficulté. D'accord. Et que pensez-vous de l'abstention? Parce que du coup, lors des dernières élections présidentielles, je crois même européennes également, l'abstention, c'était le grand vainqueur de ces élections. Comment analysez-vous ce phénomène? Parce qu'il y a l'abstention, mais aussi, moi ce que je remarqué, c'est que les jeunes, bon, moi j'ai 30 ans, je me considère aussi toujours comme jeune, l'abstention est très marquée chez les jeunes, notamment en Martinique et en Guadeloupe. Pensez-vous que les jeunes s'intéressent à la politique, en tout cas de nos territoires? Les jeunes se désintéressent de la politique. Pourquoi? Parce que le message n'est pas forcément audible, n'est pas forcément compris. Et bon, je comprends ça. Hein. J'ai eu 30 ans aussi. J'en ai 39 aujourd'hui. Mais ça, je le comprends. Parce qu'il faut, à mon avis, justement, des émissions comme celle-là. Il faut des choses... en one-one comme ça, donc à décaler câble comme on dit, quoi. Et parler vrai. Parce que les jeunes ont besoin de ça, qu'on leur parle vrai, qu'on arrête aussi de parler avec des termes un peu pompeux. Et il faut aller droit au but. Je pense qu'il y a ce phénomène-là, et puis un phénomène générationnel aussi. Parce que, vous avez dit que je suis le plus jeune député de Martinique. Exactement. Je suis le plus jeune député de Guadeloupe aussi. Ah, ça, j'ai pas... Martinique, Guadeloupe
Guyane, Ah ouais. de la 5e République. Ah ouais. Voilà, plus jeune avant moi, sous ces 3 territoires-là. Il y a eu avant, évidemment, en Guyane, il y a eu avant moi. Mais si vous voulez, pour cette législature-là, je suis le plus jeune. C'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se sont accaparés le pouvoir aussi depuis des années. Il y en a qui n'ont pas voulu passer la main. Il y en a qui étaient en transmission, mais qui n'ont pas réussi à le faire. Et puis, il y a des jeunes qui n'ont pas voulu s'intéresser aussi à ça. Donc, tout ça fait ce cocktail-là qui fait que les jeunes se désintéressent de la politique. Mais il faut qu'on puisse arriver à faire en sorte qu'ils s'y intéressent parce que c'est important. Hein. On prend beaucoup de décisions. À l'Assemblée nationale, on prend des décisions très importantes. C'est sûr. Et cette distance vis-à-vis des urnes est-elle un signe de désengagement ou de désillusion par rapport, je dirais même, à l'État français? Il y a ça aussi. Ah oui, parce que c'est... Il y a ça aussi, parce que quand l'État dit des choses et puis que finalement ne le fait pas, ou alors fait des choses contraires à l'intérêt de la population, on commence à se désengager. Et plus on est loin de l'État, géographiquement, comme nous, plus on se désintéresse et on va vers d'autres choses. Ou bien on est dans l'entre-soi. Ou alors on va écouter des thèses disant oui, mais c'est nous-mêmes pour nous-mêmes et puis nous qui fait ça nous l'est. Alors que c'est pas comme ça qu'on va avancer non plus. Donc il y a ça aussi, ce désintérêt, ce désengagement de la part de l'État avec un grand E, hein, parce que l'État c'est pas une personne, c'est pas Emmanuel Macron, l'État. C'est lui qui est là, mais demain ce sera quelqu'un d'autre. Et l'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Hein. Très bien. Et donc, du coup, moi, ce que je me demande, c'est quelles seraient les solutions. Il y a un problème, on peut trouver des solutions. Et la question que je vais vous adresser, c'est comment les élus locaux pourraient-ils regagner la confiance des Martiniquais? Parce on a entendu, je crois, dans le des témoignages, c'est que les Martiniquais n'ont pas confiance en la politique globale et même locale. Comment regagner cette confiance, vous pensez La confiance, pour moi, la confiance se gagne par les actes. Okay. En fait, c'est-à-dire que l'efficacité, les actes, on dit quelque chose, on le fait. Si on n'y arrive pas, on peut ne pas y arriver, mais on fait tout pour y arriver. C'est ça, en fait, à mon sens. Je ne vais pas vous dire, on va mettre 100 millions sur un programme, alors que je sais pertinemment qu'on ne peut pas y arriver. Je vous dis, écoutez, on va faire tout pour arriver à en avoir 50. Pour moi, ce sont les actes qui feront que les gens auront confiance de nouveau en politique. Ça prendra beaucoup de temps, mais il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, à mon avis. D'accord, donc c'est c'est les actes, quoi. C'est en faisant des actions. Des actions, quand je dis des actions, avec du résultat. Il faut avoir du résultat aussi. C'est-à-dire qu'un maire, quand il dit écoutez, je vais refaire le stade, il y arrive, quoi. Il refait le stade. Et s'il n'arrive pas à faire son stade pendant son mandat, tout le monde aura vu les efforts qu'il aura pu faire pour pouvoir faire le stade. C'est-à-dire, il pas dit c'est mon en bagaille et puis pas faire rien, quoi. C'est, à mon avis, pour regagner la confiance, c'est ça. Et puis, c'est montrer aux gens, c'est la transparence. On parle beaucoup de transparence ces temps-ci. La transparence, c'est important. C'est-à-dire que quand on a des discussions, quand on est en transaction, quand on fait des choses, on le dit. On dit ce qu'on fait aussi. Et c'est à la charge pour nous politiques aussi d'être dans la communication de ce qu'on fait tout le temps. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, hein, et d'utiliser tous les supports. On parle des jeunes, ils utilisent TikTok, mais il faut que nous allions aller TikTok. Facebook, Instagram, WhatsApp, il faut utiliser. Il faut aller à la radio, c'est comme mon nom, c'est la radio qui a coûté. Donc il faut faire ça aussi, parce que les politiques avant ne faisaient pas ça. Hein. On les voyait, les tréteaux, ou alors c'était le micro, le mégaphone dans la voiture. Hein. On les entendait en période d'élection, ou alors ils allaient sur le terrain, ils voyaient une personne, ils serraient des mains. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin de l'instantané. Ils veulent des réponses, ils veulent voir ce qui se passe sans forcément aller d'eux-mêmes. Les gens veulent que l'information arrive à eux, en fait. Ah oui, mais ça, je dirais même que c'est dans tout, même au-delà de la politique. C'est ça. Dans tout. C'est ça. Ok, très bien. Je vais vous parler un peu plus on va dire, d'actualité. Donc là, comme vous le savez, évidemment, ces temps-ci, à l'heure où on parle en tout cas, il y a des manifestations contre la vie chère en Martinique, mais globalement en Guadeloupe, etc. Le gouvernement prend-il au sérieux les revendications du mouvement? Parce que je dialogue avec des gens qui me disent on a l'impression qu'on n'est pas pris au sérieux, du coup ça décourage à aller voter, ça ne sert à rien, on n'est pas pris au sérieux, on manifeste, c'est comme si on faisait rien.
Pensez-vous que vraiment la réalité, enfin, les revendications sont prises au sérieux au niveau de l'État, du gouvernement? Alors, pour avoir eu des échanges, surtout ces derniers temps, avec les membres du gouvernement, je pense qu'ils prennent au sérieux les revendications. Maintenant, est-ce qu'ils les comprennent concrètement? Est-ce qu'ils veulent changer les choses? C'est différent. Ça, c'est différent. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils veulent le faire? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe? Ça, c'est différent. Mais je pense qu'ils prennent au sérieux les revendications. Maintenant, le reste, voilà. Ça, voilà. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Il y a vouloir, il y a pouvoir aussi. Il y a des choses qu'on peut faire dans l'immédiateté. Il y a des choses qu'on doit faire sur le long terme, le moyen terme et le long terme. Le temps de la politique, c'est pas, malheureusement, c'est pas forcément le temps de la revendication. Il y a la revendication et puis après, il y a la construction derrière. Et la construction, construire, ça prend du temps. Ça prend du temps. Là, les gens n'ont plus le temps d'attendre, ce que je comprends, parce que ça fait des années que les choses durent. Donc, il faut des mesures rapides pour le moment. Après, il faut penser sur le temps long pour que ça puisse durer, parce que la vie achète, quoi. Donc, oui, encore une fois, je pense que le gouvernement prend les choses au sérieux, mais est-ce qu'il veut changer? Et qu'est-ce qu'il peut changer? Et est-ce qu'il a cette possibilité de changer les choses? Je pense qu'on peut. Maintenant, il nous appartient à nous aussi, que ce soit au local et au national, d'aller dans cette direction-là et ensemble. Et du coup, ces temps-ci, donc on l'a vu en Guadeloupe en 2009, c'était pas forcément, c'était global, hein. Il y a eu des grèves. Là, en 2024, on a plutôt des manifestations plus particulièrement contre la vie chère, qui sont généralement soit menées par des syndicats, soit menées par des associations. Ce genre de combat n'aurait-il pas dû être mené plutôt par des élus avant tout? Et deuxième question, si ces actions ont été menées déjà par des élus, pourquoi n'ont-elles pas eu autant d'impact ou autant de visibilité, par exemple, autant d'impact que ce que l'on voit actuellement? Oui, je me suis posé cette question et moi je pense qu'il y a des phases. C'est-à-dire que la première phase, c'est l'agitation. C'est pas péjoratif ce que je dis. L'agitation, c'est quelque chose d'important. Elle permet de mobiliser tout un chacun, mobiliser des gens sans parti politique. Voilà, c'est important. On mobilise et on agite quelque chose. Puis vient le temps de la construction de quelque chose après. On a agité les choses et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette agitation-là? On va créer quoi? Et en réalité, les syndicats ou les associations ont cette fonction d'agitation, concrètement. Et dans toutes les grandes luttes, c'était des luttes syndicales, des luttes associatives et parfois même des luttes personnelles où des gens se sont agglomérés dessus parce qu'il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas cette connotation politique qui est assez mal perçue par les autres, par les uns et les autres. Et après, il faut que le politique, lui, il s'en empare pour pouvoir traduire ça concrètement sur le terrain. Ça a été les grandes lois sur le travail, sur de la bioéthique, bref, ça a fonctionné toujours comme ça. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que les syndicats, que les associations fassent ce travail-là. Elles sont force de proposition. Et puis les élus qui sont là, qui ont une vision globale des choses, doivent prendre tout en compte, donc, pour pouvoir traduire ça de manière concrète sur le terrain et puis dans les lois pour les députés, les parlementaires que nous sommes et puis au local pour les conseils généraux, conseils territoriaux. Je pense que c'est comme ça que les choses se font. C'est pour ça que moi, je ne suis pas étonné. Si des politiques avaient pris dans cet angle-là, je dis bien, parce que les politiques, sur la question de la vie chère, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Il y a eu le rapport sur la commission d'enquête. Avant ça, il y a eu certaines réglementations, la loi Egalim, loi Lurel. Il y a eu un certain nombre de réglementations sur la vie chère. Maintenant, là, il y a un événement qui est d'ampleur. Il faut traduire ça
sur des textes qui vont être dans la longévité, voilà, qui vont être sur la durée. Et c'est pas plus mal. Hein. Moi, je trouve que c'est pas plus mal que ça se passe comme ça, parce que c'est beaucoup plus populaire, c'est-à-dire que ça engage tout le peuple. Et on ne va pas dire c'est un politique qui le fait pour lui-même, qui fait pour sa réélection. Non, c'est quelque chose de populaire. Il appartient aux politiques aussi de traduire ça dans des actes concrets, mais en relation évidemment avec les syndicats, les associations, faire quelque chose de démocratique, si je puis dire. D'accord. Et pensez-vous que du coup les mouvements, donc j'ai compris très bien, donc pour vous c'est ce genre de mouvements, donc les syndicats, enfin les mouvements qu'on appelle citoyens, je veux dire, sont toujours le point de départ d'une mobilisation, d'une revendication. Donc, selon vous, c'est nécessaire, on va dire, Oui. Ok. Mais la question que je me pose, c'est pensez-vous que ce genre de les mouvements citoyens comme celui-ci, actuellement en Martinique, deviennent, j'ai envie de dire, plus efficaces que les institutions politiques pour défendre les intérêts de la population? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en termes d'efficacité, la traduction politique que ça a, ce sont les politiques qui les traduisent. S'il faut changer des lois sur la continuité territoriale, ce sont les politiques qui vont le faire. Mais ils sont portés par il y a un élan, un ballon de la société civile, un ballon des associations. Ça aussi, c'est important. Parce que tout à l'heure, on a parlé du fait que les gens ne votent pas. Ouais. Ne votent pas. Mais si on a un élan, un ballon, comme on dit, de la population, ça nous porte beaucoup plus. Et là, on est plus entendu. Ça, par contre, on est mieux entendu et plus entendu parce qu'il y a du monde derrière. Mais si nous, politiques, on y va et puis on est tout seul, ça ne fonctionnera pas. Surtout que nous, dans nos territoires, nous ne sommes pas nombreux. C'est vrai. Non, totalement. Je suis d'accord avec vous. Vous savez que, vous le savez évidemment, récemment, on a le protocole d'accord sur la vie chère été signé qui prévoit du coup une baisse de, je crois, 20% sur plus de 6 000 ou environ 6 000 produits alimentaires de la grande consommation. Ce protocole n'a pas été signé du coup par le collectif EOPRAC, du coup à l'origine du mouvement. Certains électeurs ont reproché du coup aux politiques ayant signé ce protocole de l'avoir signé. Que répondez-vous à cela? Franchement, quand on est du côté de la population, je peux le comprendre, ça. Maintenant, les choses sont complexes. C'est un protocole qui mérite d'exister. Après, on lui donne la valeur que l'on veut. Mais il faut juger sur table. C'est-à-dire que ça a été signé. C'est en janvier que ça va s'appliquer. Il faut voir ce que ça donne. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je ne l'ai pas signé. Mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas signé qu'il ne faut pas non plus se dire qu'on verra les retombées de ça ou pas. Il faut aller beaucoup plus loin, évidemment. Mais c'est un pas. C'est un pas qui est là, en réalité. Parce que ça ne s'est jamais vu. C'est la première fois que ça arrive. Je pense que c'est un pas. On voit le verre à moitié vide, mais il faut le voir différemment aussi. Pour moi, c'est un premier pas qui est là. Et ce n'est pas la fin. Ce n'est pas une fin en soi, ce protocole. Nous avons ça là, mais on va voir la suite. Il y a la suite aussi derrière. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. Je ne l'ai pas signé. Bon, je n'étais pas là à la dernière table ronde. Bon, je ne pense pas que je l'aurais signé non plus, parce que ça n'engage pas les parlementaires. Mais, bon, allez, faites. On verra si c'est appliqué ou pas. Si ce n'est pas fait, eh bien, la mobilisation sera là de toutes les manières. Et puis, même si c'est appliqué, il faut aller plus loin que ça. Et c'est le sens du travail que nous menons, nous, députés, en ce moment notamment. D'accord, très bien. Pourriez-vous nous parler un peu de vos projets actuels en tant que député? Quelles sont les priorités, peut-être, pour les mois à venir, notamment pour la Martinique, pour les Antilles, globalement? Il y a beaucoup de choses sur le feu. Hein. En ce moment, on vote le budget, un budget contraint, un budget où l'État nous dit, écoutez, il faudra serrer la ceinture. Et pour nos territoires, c'est inacceptable parce que tous les voyants sont au rouge nous concernant. Donc, on se bat pour avoir des niveaux de crédit les moins impactés. Donc, ça, c'est le premier combat qu'on est en train de mener.
Deuxième combat, nous avons des propositions de loi qui sont sur la table. Mais on aura une proposition de loi sur la vie chère, très prochainement. Très prochainement. C'est un scoop d'ailleurs. C'est un scoop que je donne là. Il y a ça. Moi, je travaille en ce moment sur les déchets, la gestion des déchets dans nos territoires. Ça aussi, c'est un enjeu très important. Et puis, il y a d'autres sujets sur les aides aux victimes qui sont dépositaires de plaintes classées sans suite. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Et puis, comme les lois, en fait, la majeure partie des lois sont faites par le gouvernement, ce sont des projets de loi que nous devons discuter. Nous avons un certain nombre de projets de loi qui vont arriver sur la table et on va devoir discuter et faire en sorte soit que ces lois-là n'aboutissent pas, soit les amender pour qu'elles soient les mieux adaptées à nos territoires. D'accord. Ah ouais, donc il y a pas mal de choses à venir du coup. Et avez-vous un message à adresser du coup à la jeunesse martiniquaise qui semble de plus en plus désengagée politiquement, mais qui reste un levier, vous savez, essentiel pour l'avenir? Alors moi aux jeunes, je leur dirais, vous savez, informez-vous. Informez-vous. Ne croyez pas sur parole ce que moi je dis. Vérifiez ce que je dis. Mais faites-vous une opinion. Ne vous laissez pas embarquer par quoi que ce soit. Et si vous voulez faire quelque chose, allez-y. Allez-y à fond. Vous êtes porteur de projet, allez-y à fond. Vous voulez créer votre entreprise, allez-y à fond. Vous voulez faire de la politique, allez-y à fond. Vous voulez être dans une association, allez-y à fond. L'objectif, c'est d'aller à fond dans ce que vous faites. Faites-le bien. C'est pour vous, mais pas uniquement pour vous. Parce que demain, vous serez des parents, demain, vous serez des grands-parents. Et vous êtes aujourd'hui les porteurs de cette société. Alors, vous allez faire un bagaille en nous aller. Je dirais même la djékozote. Et puis la djékozote, ouais. Très bien. Donc, nous avons exploré les multiples facettes de la montée du Rassemblement national aux Antilles. Un phénomène qui semble surprenant, mais qui reflète à la fois des frustrations sociales, économiques et politiques ancrées depuis de nombreuses années. Que ce soit par le rejet des partis traditionnels, par désir de changement ou par sentiment d'abandon. Il est clair que les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe sont à un tournant de leur histoire politique. Le vote RN, autrefois impensable dans ces territoires, est désormais une réalité qui interpelle. Mais ce n'est pas qu'une question d'élection, c'est aussi une réflexion sur l'avenir, sur les attentes des citoyens et sur la manière dont les élus peuvent mieux répondre aux besoins locaux pour éviter un éloignement encore plus marqué de l'électorat. Comme le dit le proverbe, « à pas l'air ou faim pour m'aider manger si dit fait ». Donc ce n'est pas, pour ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas lorsque tu as faim qu'il faut commencer à préparer le repas. Autrement dit, il faut savoir faire preuve de prévoyance et de réactivité. Donc agissons avant qu'il ne soit trop tard et que ce soit trop grave. Merci de nous avoir écoutés. Merci, monsieur le député. Et merci à vous. Merci pour vos réponses et puis votre éclairage sur le sujet. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Djeko. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, pensez à soutenir le podcast en laissant une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours sont essentiels. Ils m'apportent non seulement de la visibilité, mais aussi la force et la motivation pour continuer à vous proposer des épisodes qui vous passionnent. Si vous le souhaitez, vous pouvez me partager vos idées de sujets ou réagir à un épisode en m'envoyant un message vocal sur la page Instagram La Djeko. Votre message pourrait être diffusé dans un prochain épisode. Merci, à la prochaine.